On va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Donc Sébastien de Villeroy, chargé d'animation de réseau pour le pôle EMC2. Et donc bienvenue à ce nouveau web café consacré aujourd'hui alors encore une fois au Covid-19, mais là sur les nouveaux modèles de production et de collaboration. On a le plaisir d'accueillir Pierre-Antoine Poulinage de Armor, et donc de la partie Kimia au sein d'Armor. Il va peut-être nous expliquer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les micros de chacun et ensuite on pourra les activer puisqu'on va se laisser un temps d'échange en fin de présentation. Donc via l'onglet chat, la bulle que vous avez en bas, vous pourrez poser vos questions, vos réactions ou vos témoignages et on pourra distribuer la parole. On va se laisser à peu près 10 minutes d'échange. Je vous donne la parole, Pierre-Antoine, et on vous écoute. Merci Sébastien. Alors bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Ok, très bien. Merci d'être là et merci au pôle MC2 d'organiser ce web café. Voilà, alors aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est que je vais très rapidement me présenter, présenter très rapidement le groupe et l'activité pour laquelle je travaille. Et puis ensuite, je vous parlerai d'une vision, hein, c'est pas la seule, mais d'une vision que je peux avoir sur les nouveaux modèles de production et de collaboration dans le cadre du contexte que l'on est en train de vivre. Et puis surtout, vous partager une expérience, hein, puisque ça part d'une expérience qu'on a vécue pendant cette période. Voilà, alors, je fais défiler la présentation, vous voyez bien? C'est très bien, ouais. Donc très rapidement, hein, mon groupe Armor, c'est un groupe industriel nantais, hein, une entreprise de taille intermédiaire qui a bientôt 100 ans, qui est un peu répartie partout dans le monde, donc on connaît cette problématique internationale, d'internationalisation. C'est un groupe qui a deux activités originales. On est spécialisé dans la formulation des encres et on a deux activités principales, la fabrication des cartouches jet d'encre et laser, donc Armor Office Printing, et la fabrication de rubans transfert thermique, qui sont des rubans qui servent à imprimer les codes barres pour la traçabilité des produits. Donc activité qui a été très dynamique malgré tout pendant cette période, puisqu'on devait continuer à assurer la production pour assurer la traçabilité des produits. Depuis une dizaine d'années, Armor a développé ce qu'on appelle des new tech, ce sont des nouvelles technologies, l'objectif étant d'utiliser nos savoir-faire et surtout de répondre à des enjeux de société. Donc 5 new tech, je ne vais pas aller dans le détail aujourd'hui, on pourra revenir dessus si ça intéresse certains. Je vais vous parler d'une des new tech qui est celle qui est au milieu, Armor 3D, activité que j'ai créée dans le groupe Armor il y a 5 ans. Donc qui est une activité spécialisée dans la fabrication additive dont le site de production est aux Sourinières. Et notre objectif est de développer des matériaux adaptés à des applications finales en utilisant la technologie de fabrication additive, ce qu'on appelle l'impression 3D. Voilà, alors ça fait moi 16 ans que je suis dans le groupe Armor et j'ai eu l'occasion de développer deux activités. La première sur la collecte des déchets de cartouches en vue d'un recyclage à 100%. Et la deuxième activité étant Armor 3D, donc que je viens de vous décrire. Donc moi j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai deux garçons de 6 ans et 9 ans, et donc moi je suis entrepreneur. Et ce qui me passionne, c'est d'entreprendre avec d'autres personnes et sur des sujets qui sont porteurs de sens. C'est ça qui m'anime et qui me motive. Et donc à travers ça, vous verrez, dans mon livre, je parle de quelque chose qui pour moi a du sens. Donc voilà, ça c'est les trois offres de l'activité Kimia, d'Armor, de la fabrication additive, donc développement de matériaux en vue d'apporter des solutions aux industriels pour produire des pièces. Voilà, alors je vais venir très rapidement sur le sujet d'aujourd'hui. Vous voyez toujours la présentation? Oui, oui. Oui, hein, donc qui est sur la thématique vers de nouveaux modèles de production et de collaboration en lien avec le Covid-19. Donc là, on parle de reprise, hein, ça y est, on peut le dire, le déconfinement a commencé, il est en train de redémarrer, alors progressivement, hein, il y a différentes échelles selon les activités. Certains sont plus touchés que d'autres, c'est vrai, et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'activité ne peut pas reprendre de la même manière pour tous, et surtout ne doit pas reprendre de la même manière. Cette crise nous a fragilisés, on en parle beaucoup, mais elle nous a surtout apporté des enseignements
et des choses essentielles. Et je pense que c'est ça qui m'anime et qui m'intéresse et dont je souhaiterais partager aujourd'hui à travers cette thématique de nouveaux modèles de production et de collaboration. Alors, comment reprendre l'activité en mettant en place ces nouveaux modèles? C'est vrai que cette question est intéressante, un peu provocatrice aussi, parce que en fait, en réalité, moi, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, j'ai la réponse. Je pense que c'est difficile pour tout à chacun de dire, personne n'a vraiment la réponse. C'est un peu une nouvelle phase pour chacun d'entre nous, un peu inédite et unique dans notre histoire. Donc, mais qui dit nouvelle phase, c'est vrai en tout cas dit expérimentation. Et c'est ça qui est intéressant. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, c'est vrai qu'on aime expérimenter, ça fait partie de notre ADN. Alors, quand je dis que j'ai pas de réponse, c'est vrai et c'est pas vrai. Je suis pas venu vous dire que j'ai pas totalement de réponse. C'est vrai que cette expérience que j'ai vécue personnellement, hein, qui est inédite et entre guillemets forcée, hein, c'est vrai que dans la première semaine, j'étais un peu perdu et je ne savais pas trop à quoi m'attendre et ce que j'allais faire, m'a appris beaucoup de choses. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager parce qu'en fait, moi, je suis convaincu qu'il y a des nouveaux modèles qui arrivent et qui doivent être pérennisés. Alors, en économie, c'est vrai qu'on la crise, hein, on en a déjà vécu d'autres, des crises, même si elles sont toutes différentes. Mais c'est vrai qu'en économie, la crise, elle parle d'un point de basculement d'un cycle. Et on parle aussi souvent, notamment dans la langue chinoise, hein, pour parler de la Chine, c'est un mot crise qui a un double sens, qui veut à la fois dire le danger et qui veut aussi dire l'opportunité. Alors, moi, je vais surtout m'attarder sur la partie opportunité. Et dans ce sens, c'est vrai que la crise actuelle causée par le Covid est quelque part un peu porte en elle, cette crise, les ferments d'un renouvellement de notre système économique global. Je ne parle pas de la France, mais je parle au niveau mondial, avec un peu, je dirais, éloigné d'une production qui est aujourd'hui éclatée aux quatre coins du monde, et en revenant vers un retour de la proximité au cœur de nos échanges. Le mot échange est important. Et je pense que cette crise a révélé cette fragilité, hein, dont je parlais, économique au niveau mondial, pour plusieurs raisons. Un, la dépendance de certaines zones géographiques, hein, par rapport à l'approvisionnement de matières. Et elle se reflète dans la multiplication exponentielle, et notamment ces dernières années, dans les échanges internationaux. On aurait pu se poser la question avant la crise, mais jusqu'où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'il y a une limite à tout ça ou pas? On a un petit peu notre réponse dans cette paralysie des échanges que le Covid-19 a un peu, quelque part, mis en évidence. Pour autant, ce Covid, moi je pense 19, il sonne pas le glas du commerce mondial, loin de là. Je pense que combiné aux impératifs connus avant cette crise, des impératifs environnementaux, cette crise, en fait, moi je pense qu'elle nous alerte sur la fragilité de cette organisation mondiale. Et elle pose la question de la pertinence de cette architecture. Et je pense que cette crise nous offre l'opportunité de penser à une nouvelle organisation qui va être fondée sur des nouveaux critères. Et c'est en cela, je pense qu'il y a une réelle opportunité, c'est de regarder quels sont ces critères finalement que nous connaissons, qui sont mis en évidence. On peut penser à la qualité de vie, on peut penser à l'impact environnemental, on peut penser à la production locale, on peut penser au respect des saisons, etc. Et moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on rééquilibre notre modèle et favoriser la production locale. Ça, c'est une thématique vraiment principale et je pense qu'elle n'est pas nouvelle. Et quel que soit notre emplacement sur le globe, et il y a des bénéfices pour tout le monde d'une telle politique, évidemment, mais pour qu'elle ait directement une réduction environnementale, ça va générer des emplois hein, qu'on a perdus par l'effet inverse de cette production qui n'était pas locale. Ça va redynamiser les territoires et ça va permettre et induire, enfin, et nous obliger à être réactifs et agiles, hein, quelque chose qui va être essentiel. Bon, moi je pense que c'est un choix de société qu'on a opéré et pour ça il y a des solutions qui existent. Donc je vais vraiment revenir à l'expérience vécue à travers ces solutions. Mais avant ça, je voudrais quand même dire que ce n'est pas complètement nouveau et que ce choix, il y a déjà des industriels qui s'y préparent depuis quelques années en s'appuyant notamment sur des nouvelles technologies et des nouveaux procédés de production. On parle notamment en France, dans l'industrie française, depuis quelques temps, de la logique de smart manufacturing, hein, qui implique un retour aussi de la production locale.
On parle beaucoup de la multiplication des pôles de compétitivité. Ça aussi, c'est pas nouveau. Il y a le développement des blockchains aussi. On a des beaux exemples de startups à Nantes. Et il y a aussi des avancées spectaculaires dans les nouvelles technologies. Et tout ça, je pense, ça va aider notre politique industrielle française, hein, pour parler de la France de demain. Et toutes ces innovations-là, tout ce que je vous ai cité, en fait, ils ont tous le même objectif, c'est d'optimiser l'allocation des ressources, hein, productives, et qu'elles soient matérielles, c'est une chose, mais aussi humaine. Enfin, je veux dire, ça concerne l'homme avant tout. Hein, on parle de la planète, c'est sûr, protéger, sauver la planète, mais je pense que c'est aussi et avant tout pour l'homme. Alors, pour centrer encore plus et focaliser en plus, je vais vous parler d'une technologie qui est la fabrication additive, hein, ou plus communément appelée l'impression 3D, qui pour moi remplit toutes ces attentes dont je vous ai parlé, environnementales, parce qu'il y a un faible impact écologique, mais elle est aussi, c'est aussi économique, parce qu'il y a un risque amoindri de la fluctuation des cours, mais aussi du blocage des matières premières, hein, quand on dépend de solutions de production à l'autre bout de la planète. Pour moi, c'est une réponse à la fois au niveau des populations, mais des entreprises et des élus, pour limiter justement, on parle souvent de dépendance d'autres États, hein, et je crois que c'est quelque chose qui est apparu clairement aujourd'hui, notamment on parle de l'approvisionnement de masques et d'équipements de protection de manière générale, et ça va permettre une production locale et accessible, hein, parce que qui dit local dit aussi accessible rapidement et pour la population. Voilà, c'est vrai que la crise sanitaire qu'on vit, c'est vrai qu'elle est sanitaire, mais elle nous rappelle que les crises sont cycliques, hein, donc c'est pas quelque chose qui disparaît complètement. Ça, je pense que ça s'appuie sur justement des nouvelles technologies qui arrivent, dont on bénéficie, et qui se renversent jusqu'à l'arrivée de nouvelles innovations. Et je pense qu'on peut à chaque fois, lors de ces cycles et de ces crises, éviter la part de destruction qui est inhérent à ces cycles en s'unissant. Donc pour moi, il faut s'unir, que ce soit les entrepreneurs qui ont envie de se lancer hors des sentiers battus, que ce soit les politiques pour créer justement des conditions nécessaires à ces transitions, ou que ce soit surtout et avant tout nous, les citoyens. Je crois que c'est à nous de décider le futur dans lequel on veut vivre. Alors, pour revenir aux choses concrètes et à l'expérience que moi j'ai vécue, je voudrais, pour illustrer ce changement, vous partager l'aventure que j'ai vécue là, pendant 2 mois à Nantes, donc vraiment très localement, avec des acteurs locaux pour répondre à un besoin particulier dans le cadre de cette crise. Et donc c'est autour de la production des visières, hein, de protection. Tout est parti au début du confinement, comme je vous l'ai dit, la première semaine, c'est vrai qu'on se demandait un peu tout ce qui allait passer. Et très rapidement, je pense qu'il y a eu des besoins qui sont apparus, notamment le CHU de Nantes et de Cholet, qui ont exprimé des besoins. Ils avaient un manque d'équipement. Et très rapidement, ils ont exprimé avoir des besoins d'équipement. Et notamment, il y a eu des initiatives dans le monde autour des visières, hein, de protection que vous connaissez. Et le CHU de Nantes a dit, voilà, nous, on a des besoins de visières, mais il faut que ça réponde à tel critère, à tel besoin. Alors, il y avait des critères de poids, il y avait des critères de confort, il y avait des critères de décontamination, il y avait des critères de réutilisation. Et donc, avec tous ces critères, ça a démarré avec l'Université de Nantes et sa filiale Capacité, qui ont réussi, je pense, avec leur savoir-faire et leur qualité, à mettre en place une organisation pour commencer à répondre à cet appel, notamment du CHU de Nantes. L'Université de Nantes et Capacité sont venus vers Armor, donc acteur industriel, hein, nantais, dont je ne sais pas. Et puis ensuite, il y a Airbus qui nous a rejoints, d'autres acteurs de la région qui nous ont rejoints pour répondre à ce cahier des charges du CHU, qui n'était pas juste de fournir des équipements quelconques, mais des équipements qui répondent vraiment à leurs besoins. Parce qu'une fois qu'ils ont les équipements, ils avaient besoin d'équipements qui étaient fiables, qui étaient utilisables et qui étaient réutilisables, sur lesquels ils pouvaient compter, utilisant les bons matériaux, hein, pour la décontamination. Et donc, petit à petit, il y a ces groupes, c'est assez surprenant parce que c'était très très rapide, de personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne pouvaient pas se rencontrer puisqu'on était confinés, qui ont appris à travailler ensemble, qui ont appris à apporter des solutions rapidement, qui ont appris à produire, hein, puisqu'on a enseigné à produire ces pièces de manière industrielle pour les produire en quantité et surtout pour pouvoir répondre à un cahier des charges avec un contrôle qualité. Il y a eu ensuite la région qui, acteur du territoire, nous a rejoints pour aider à développer cette initiative. Et ce qui est fou, c'est que
en l'espace de en moins d'une semaine, entre des personnes qui ne s'étaient jamais vues, qui n'avaient jamais travaillé ensemble, eh bien, il y a eu une collaboration qui s'est mise en place en utilisant une technologie qui est la fabrication additive qui, effectivement, a permis de rapidement, avec agilité, de développer des solutions, puis de produire. On a produit 20 000, un peu plus de 20 000 visières qui ont été distribuées sur l'ensemble des régions Pays de la Loire. Et qui, voilà, maintenant, j'ai envie de dire, après cette période de déconfinement, retournent progressivement à leurs activités de part et d'autre. Voilà, pas comme si de rien n'était, mais je pense en prenant conscience de cette importance, de cette force aussi et nécessité d'être capable, voilà, de travailler ensemble entre acteurs de tous horizons, d'utiliser, voilà, des technologies qui nous permettent de reprendre la main sur une forme de production et d'apporter des solutions. Donc là, dans un contexte de crise, évidemment, forcé et obligé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais néanmoins qui est un riche enseignement de ce qui est possible de faire, d'une manière d'agir. Donc on parle de modèles de production et de collaboration dans d'autres situations futures, comme je vous l'ai dit, aller vers un autre mode de production et de consommation, où finalement on n'est plus en train de produire à l'autre bout de la planète des millions de pièces pas chères pour ensuite essayer de les vendre pour répondre à un besoin qui n'existe pas, mais plutôt de partir du consommateur qui devient un acteur, donc moi, ce que j'appelle un consommateur, autour duquel on identifie un besoin et on va créer et produire le produit répondant à ces besoins, mais voilà, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes quantités, donc sans stocker et sans détruire ce qu'on les a vendus. Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel je croyais avant cette crise, puisque c'est la raison d'être de l'activité Armor 3D Kimia que j'ai développée. Et c'est sur ce modèle-là aujourd'hui que je veux continuer à développer cette activité et en aidant les industriels français avant tout à apporter des solutions qui répondent à leurs besoins. Voilà. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer, qui me tenait à cœur et quelque part qui est ressorti durant cette période. Voilà, même si je pense que c'était une expérience et qu'on a encore beaucoup à expérimenter, à découvrir, en tout cas, ça a été vraiment le signe de départ et le signal de quelque chose de nouveau et de possible. Et je pense qu'il peut, encore une fois, remettre en question un modèle mondial économique. Voilà. Très bien, merci Pierre-Antoine.